America needs a full-time president, particularly at this time with problems we face at home and abroad. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. L'objectif poursuivi par les agresseurs et leurs maîtres à penser était notamment, premièrement, de déstabiliser l'économie zaïroise au moment où nous avons lancé un plan d'urgence de redressement économique. Deuxièmement, d'imposer au Zaïre une idéologie qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire en faire un État satellite à l'instar de Cuba et d'Angola. Troisièmement, de s'emparer des richesses minières que recèle le sous-sol zaïrois. Imaginez-vous un peu une organisation qui naît de l'alliance improbable entre la CIA, le SDEC, en l'occurrence les services secrets français, mais aussi les services secrets de certains pays arabes. Le tout financé par une grosse pétromonarchie du Golfe. Eh bien, cette organisation a bel et bien existé. Elle s'appelait le Safari Club. Si vous tapez Safari Club sur Google, vous retrouverez des photos de girafes, de lions, de guépards. Mais croyez-moi, les dessous du Safari Club dont je parle sont bien plus sinistres qu'un simple voyage dans un safari africain. Qui était derrière cette organisation? Pourquoi elle a été créée, mais surtout, quel a été l'impact de cette organisation secrète sur le continent africain? Pour ce second épisode de notre série de 20 vidéos en 30 jours, plongeons ensemble dans les méandres de cette organisation secrète qui a eu des bien sinistres ajustements. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit verre de jus d'orange. L'histoire du Safari Club, c'est maintenant. Bonjour, je suis Mr. Rez, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de culture afro, d'histoire afro, d'actualité afro. Si tout ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Avant de continuer, on va faire une petite pause pour notre partenaire du jour. Et après ça, on lance la vidéo. Godax est une plateforme de vente de chaussures authentiques à des prix abordables, offrant un large catalogue de marques hommes et femmes, le tout fourni avec des certificats d'authenticité. Pour effectuer vos achats, rien de plus simple. Vous pouvez le faire via le site godax.com ou l'application mobile Godax disponible sur iOS et Android. Avec Godax, vous avez également la possibilité de commander des chaussures qui ne figurent pas dans le catalogue en passant par des commandes personnalisées sur Instagram. Vos chaussures sont livrées rapidement et partout dans le monde. N'hésitez donc pas à aller sur Godax pour choper vos chaussures. Godax, la marque d'un style individuel. Nous sommes en 1975. En plein milieu de la guerre froide, malgré les semblants d'accalmie avec la conférence d'Helsinki, il faut dire que les services secrets des deux blocs Est et Ouest se font une guerre sans merci. Et bien évidemment, dans cette guerre, la CIA a un rôle primordial. Cependant, il y a un contexte très particulier, parce qu'en 1972-1974, il y a eu un gros scandale du côté des États-Unis, en l'occurrence le Watergate. Le Watergate, pour résumer de façon très simple, ça a été un scandale durant lequel le siège du Parti démocrate américain a été cambriolé par des personnes dont des ex-membres de la CIA. La CIA elle-même n'était pas impliquée, en tout cas ne serait pas impliquée. Cependant, lorsque les enquêtes ont commencé, la CIA a tout fait pour entraver ces enquêtes et bien évidemment, ça a été un gros scandale à telle enseigne que le président Nixon a dû démissionner. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Mieux encore, c'est qu'il y a eu une loi qui a été promulguée qui s'appelait The Power War Resolution qui stipulait que toutes les guerres, toutes les tentatives qui impliqueraient le pays dans une guerre avec d'autres pays devraient être soumises au Sénat. Donc naturellement, la CIA se retrouve bridée dans sa guerre contre le KGB et toutes les organisations secrètes du bloc de l'Est. Il faut donc trouver une solution. À cet effet, le secrétaire d'État Henry Kissinger initie une stratégie alternative. Il propose à plusieurs pays arabes enrichis par l'augmentation du prix du pétrole de financer des opérations secrètes pour contrer l'influence soviétique en Afrique et au Moyen-Orient. Ça tombe bien parce qu'à la même période, des figures conservatrices influentes comme Dick Cheney ou encore George Bush sont aux affaires au niveau de la CIA et d'autres départements clés de l'État.
Cette approche va permettre aux États-Unis de contourner donc toutes les limitations qui lui sont imposées, mais de surtout se protéger en cas d'échec d'une opération parce qu'elles ne sont pas officiellement impliqués dans les potentielles opérations qui vont être mises en œuvre. Pour mettre en œuvre ce projet, Kissinger va donc confier la tâche à Alexandre de Marange, directeur du SDEC, ainsi à Nanyuku au Kenya, plus précisément dans un complexe hôtelier appelé The Mount Kenya Safari Club. Alexandre de Marange réunit autour de lui les chefs des services secrets de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de l'Iran, mais aussi du Maroc. Dès cet instant, naît une organisation secrète appelée Safari Club. Le nom est bien évidemment inspiré du lieu où les réunions ont eu lieu. Il faut également préciser que tout ce groupe s'est réuni sous le patronage de Adnan Khashoggi, un célèbre marchand d'armes saoudien, mais aussi de Jomo Kenyatta, président du Kenya de l'époque. Donc, on retrouve donc une organisation qui a été créée en 1976 et chaque pays au sein de l'organisation a un rôle bien défini. Le Maroc va être vraiment la plateforme géographique pour perpétrer les opérations sur le continent africain et l'Égypte sera également une plateforme géographique pour opérer toutes les opérations dans le Moyen-Orient. Mais la France, elle, va jouer le rôle de documentation, de renseignement, mais surtout de couverture diplomatique pour toutes les opérations de l'organisation. L'Arabie Saoudite, quant à elle, va être vraiment le bailleur de fonds. Elle va financer toutes les opérations qui vont être perpétrées par l'organisation. Donc, tout est vraiment bien organisé pour pouvoir agir de façon très efficace. À cet effet, une fois que l'organisation est créée, le siège de l'organisation est au Caire. Même si, vraiment, au niveau du Maroc, géographiquement, c'est la plateforme où les opérations se passent, mais le siège est au Caire. Et le siège au Caire n'est pas choisi de façon fortuite, parce que cette organisation va permettre à l'Égypte de renouer les contacts avec Israël. Donc, sous Anwar el-Sadat, l'Égypte va se réconcilier avec Israël, qui à l'époque était quand même l'ennemi juré du monde arabe. Une fois toutes ces petites réconciliations sont réglées, l'organisation va avoir de nombreuses actions à travers le monde entier. Je dis bien à travers le monde entier, sans que le grand public ne s'en rende même pas compte. Mais étant donné qu'ici on parle afro, on parle Afrique, on parle des îles, intéressons-nous un peu à ce que cette organisation a pu faire sur le continent africain. Et vous verrez que l'histoire est très intéressante. En fait, le Safari Club avait dans son viseur le Frelimo au Mozambique, le MPLA en Angola, le PAIGC d'Amilcar Cabral en Guinée-Bissau, le Front Polisario dans le Sahara occidental, l'ANC en Afrique du Sud. Vous voyez donc que cette organisation avait dans son collimateur des entités qui seraient potentiellement marxistes, qui seraient potentiellement communistes, mais aussi des entités qui ne demandent qu'à avoir la liberté ou l'indépendance. Concrètement, le Safari Club a eu à agir en Angola, au Mozambique, en Somalie, dans plusieurs pays. Mais l'un des pays vraiment où son action a été tangible, palpable, impactante et vraiment visible, ça a été au Congo, le Zaïre de l'époque, on va dire. Intéressons-nous donc aux opérations du Safari Club au Zaïre. En fait, l'intervention du Safari Club au Zaïre survient dans un contexte très particulier. À cette époque, il y a une guerre qui s'appelle la guerre du Chaba. C'est quoi la guerre du Chaba? La province du Chaba, anciennement Katanga, est une région riche en ressources minières, notamment en cuivre et en cobalt. Nous sommes au milieu des années 70, sous le régime de Mobutu Sese Seko. Le Zaïre est un allié stratégique de l'Occident pendant la guerre froide. Cependant, le pouvoir de Mobutu est menacé par le Front National de Libération du Congo de Nathanaël Mbumba. Ce monsieur est à la tête vraiment d'une fraction armée qui veut destituer Mobutu de la tête du pouvoir. Donc, le contexte est vraiment très complexe. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la guerre de Chaba est en train de se préparer. Et le FNLC a pour base arrière l'Angola et est soutenu par l'Angola d'Agostinho Neto, qui est un président marxiste. Mais pour ne pas vraiment biaiser tout ça, il faut contextualiser l'histoire. En fait, lorsque l'Angola obtient son indépendance en 1975, si je ne me trompe pas, il y a un gros conflit, une grosse guerre civile qui éclate vraiment entre le président Agostinho Neto et des fractions, on va dire, opposées à son mouvement, notamment l'UNITA qui était vraiment la fraction la plus importante. Dans ce contexte donc, Agostinho Neto, qui était un marxiste, on va dire, proche de Cuba, proche du bloc soviétique, va se retrouver donc face à ces entités-là qui veulent, elles également, avoir le pouvoir. Mobutu, qui est un allié de l'Occident,
va donner le feu vert aux forces armées zaïroises de soutenir toutes ces fractions opposées au régime angolais. Et donc, ça va rester vraiment en travers de la gorge de Agostinho Neto. Donc, lorsque le conflit entre le FNLC et le régime de Mobutu éclate, bien évidemment que Agostinho Neto va donner le soutien et la logistique nécessaire au FNLC pour perpétrer vraiment toutes les incursions, toutes les attaques contre le régime de Mobutu. Et à cette époque, le régime de Mobutu est vraiment déstabilisé. Il faut vite trouver une solution. Le Safari Club se rend compte d'une chose, c'est que à côté du Congo, du Zaïre de M. Mobutu, qui est un allié indéfectible, il y a quand même des pays qui sont marxistes. Vous avez l'Angola, qui est un pays vraiment qui est très marxiste, qui est protégé par l'Union soviétique et Cuba. Et à côté, le Congo-Brazzaville, vous avez également un pouvoir, un régime sous Marien Ngouabi et les régimes suivants, on va dire, qui sont plutôt proches de la doctrine marxiste. Donc, le Zaïre est un peu comme le dernier rempart de l'idéologie communiste qui veulent bloquer. Mais en réalité, il faut préciser que le Zaïre est un vivrier important pour toutes sortes de ressources naturelles et énergétiques. Cobalt, cuivre, manganèse, diamants, bref, c'est vraiment une banque à ciel ouvert. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut très vite agir. Dès cet instant, le Safari Club va mettre en place toute une architecture, toute une opération visant à contrer l'évolution du FNLC qui était déjà bien parti pour renverser Mobutu. Le 9 avril 1977, plus de 1500 soldats marocains vont descendre sur le territoire zaïrois pour aller combattre les troupes du FNLC. Et ces soldats marocains seront transportés par des avions français. Cette opération va mobiliser pratiquement 70 millions de dollars et cet argent va provenir du pétrole saoudien. Autant vous dire que c'est vraiment toute une architecture organisée pour pouvoir maintenir le joug de M. Mobutu, qui est un allié indéfectible du bloc de l'Ouest dans cette région. Bien évidemment, l'Égypte va envoyer des instructeurs, des spécialistes, des experts sur le terrain pour pouvoir faciliter cette opération. Et assez rapidement, les troupes du FNLC seront repoussées. La guerre se termine donc en mai 1977, près de 80 jours après le conflit. D'ailleurs, le conflit a été surnommé la guerre des 80 jours. Mais il faut également préciser que cette opération du Safari Club a permis, certes, aux troupes de Mobutu de reprendre le dessus, mais elle a surtout permis aux troupes de Mobutu de perpétrer des exactions contre les populations qui étaient suspectées d'être partisanes, complaisantes vis-à-vis des troupes du FNLC. Je ne suis pas en train de dire que les troupes du FNLC étaient des saints. Je dis juste que, en voulant solidifier, garantir leurs intérêts dans la région, ils ont facilité des crimes contre des civils, contre des personnes qui ne sont pas forcément directement impliquées dans ce conflit. En mai 1978, les troupes du FNLC vont lancer une seconde offensive. Et assez vite, ils vont s'emparer de la ville très stratégique de Kolwezi, qui est une ville où on retrouve toutes sortes de gisements miniers, de ressources minières hautement importantes. Dès cet instant, débute la seconde guerre du Shaba. Cette agression qui défraie la chronique internationale a été caractérisée par des pillages, des viols, des assassinats gratuits et de nombreux actes de vandalisme et de terrorisme. Agression dont le soi-disant Front National de Libération du Congo, établi à Bruxelles, a revendiqué la responsabilité. L'objectif poursuivi par les agresseurs et leurs maîtres à penser était notamment, premièrement, de déstabiliser l'économie zaïroise au moment où nous avons lancé un plan d'urgence de redressement économique. Deuxièmement, d'imposer au Zaïre une idéologie qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire en faire un État satellite à l'instar de Cuba et d'Angola. Troisièmement, de s'emparer des richesses minières que recèle le sous-sol zaïrois. Entre le 11 et le 13 mai, 3 000 à 4 000 combattants du FNLC s'infiltrent au Zaïre depuis l'Angola via la Zambie, déjouant les défenses des forces armées zaïroises massées à la frontière angolaise. Déguisés en civils et dissimulant leurs armes, ils lancent l'opération Chikapa visant les villes stratégiques de Muchacha, Kolwezi et Lumumbashi. Il faut dire que cette opération a été vraiment très létale parce qu'en l'espace de quelques heures, toutes les villes que j'ai citées là ont été prises
par les forces du FNLC. Face à la situation, bien évidemment que le Safari Club, qui agissait par procuration pour la CIA, pour les intérêts soi-disant du bloc de l'Ouest, va rapidement se mobiliser et agir. La France lance donc l'opération Léopard en déployant des parachutistes pour libérer le Kolwezi. Cette intervention est décisive pour reprendre la ville et garantir à Mobutu de rester au pouvoir. Le Maroc va fournir des armes, va fournir des équipements, va fournir même des hommes pour aller combattre les troupes du Shaba. Cette guerre a certes été remportée une fois de plus par les troupes de Mobutu. Cette guerre, qui avait un fort soupçon d'intérêt géopolitique et économique, a permis à Mobutu de rester au pouvoir, de solidifier son pouvoir et de perpétrer des exactions contre les troupes qui étaient contre, on va dire, potentiellement le fait qu'il soit au pouvoir. Le Safari Club, qui est une entité très secrète, qui est passée longtemps sous les radars, qui a perpétré de nombreuses actions très sombres, que ce soit en Angola, en Somalie ou au Mozambique, a, à travers ces opérations, permis à Mobutu de prendre le dessus sur les troupes du FNLC, mais elle a surtout permis à Mobutu de solidifier son pouvoir, d'asseoir son pouvoir, de pouvoir perpétrer des exactions contre des populations qui seraient potentiellement complaisantes vis-à-vis des FNLC, qui seraient potentiellement opposées à son pouvoir, le tout en violant tous les droits de l'homme qui pourraient potentiellement exister juste parce que ça garantissait leurs intérêts. Je tiens également à préciser que je ne suis pas en train de dire que les troupes du FNLC étaient des saints. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas perpétré des crimes. Je dis juste que l'implication d'une entité externe dans ce conflit a fortement causé beaucoup de morts, comme elle a pu causer beaucoup de morts dans d'autres pays de la sous-région. Mais il est également important de mettre également les choses en contexte, c'est que en face, les troupes du FNLC étaient elles-mêmes soutenues par l'Angola, qui était lui-même soutenu par l'Union soviétique, mais également par Cuba. Mais l'implication de l'Angola dans ce conflit vient effectivement du fait que, à une certaine époque, au début de la guerre, M. Mobutu a permis à ses hommes de soutenir toutes les factions opposées au régime d'Augustin Neto. Tout ça pour vous dire que c'est un conflit qui était régional et c'est un conflit qui est devenu international. Les Américains, qui ne pouvaient pas faire agir directement la CIA dans ce conflit, ont lancé une opération permettant à de grosses monarchies du Golfe de financer tout ça, permettant à les services secrets français et de certains pays arabes de pouvoir perpétrer des opérations qui ont coûté la vie à des civils. Le Safari Club est une entité très secrète qui est passée vraiment longtemps sous les radars, qui est même peu connue du grand public, mais c'est une entité qui mérite quand même d'être évoquée parce qu'elle a beaucoup concouru à l'instabilité qui a régné sur le continent africain juste pour garantir les intérêts de certains pays. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est courte, c'est vrai, mais les dimanches, on garde nos vidéos longues et en semaine, on fait vraiment des vidéos courtes de ce genre ou des vidéos moyennes. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous allez la partager. Soyez là demain parce que demain, on attaque également une histoire sur la vie d'un homme politique très important pour l'histoire du Gabon qui a malheureusement fini de sinistre manière. Et après ça, dimanche, on attaque l'histoire du Dahomey, l'histoire du Bénin, partie 1, partie 2 et peut-être même une partie 3. Les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Commentez, likez, partagez. On a de retours et encouragez.